Hello, hello, aujourd'hui je vais continuer encore cette espèce de mini-aventure où j'explore les couleurs dans le but de déterminer une nouvelle palette pour 2024. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est aussi plus intéressant que prévu, je découvre plein de choses. Et maintenant ça fait plus de un mois, peut-être quasiment deux, que j'essaye des couleurs, que j'en achète, etc. Je rêve de couleurs, je fais plus que ça. Je teste des couleurs, je teste des couleurs, je teste des couleurs. Il y en a une quantité incroyable. Tout ça, c'est aussi recto verso. Je teste, je teste, je teste. J'ai pas tout vous montrer. C'est assez impressionnant, à vrai dire. Tout ce papier qui va partir à la poubelle. J'étudie les pigments. Et ouais, il y en a même encore ici, il y en a vraiment deux partout, c'est impressionnant. Je fais vraiment plus que ça. Et j'achète des tubes, et des tubes, et des tubes. Et puis bon bah encore des tubes, et puis des tubes. Tout ça dans le but de trouver mes 5 ou 6 couleurs précises. Ah tiens, j'achète des godets aussi. C'est un peu n'importe quoi là. Mais bon, je me suis dit ça y est, c'est bon, j'arrête. J'ai progressé dans le bon sens, on va dire. Et j'ai une sélection maintenant assez intéressante. Donc du coup, je vais vous résumer dans une vidéo qui j'espère ne fera pas 4 heures, un peu tout le processus. Depuis, donc vous, la dernière vidéo, je vous expliquais comment j'ai choisi ce que j'ai acheté pour ma première commande, mais en fait, il y a eu 3 commandes au total. Donc je vais vous montrer un peu tout ça en repartant du début. Je pense que ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir découvrir plein de couleurs que vous ne connaissiez pas forcément, et aussi plein de marques, parce que là j'ai quand même une sélection de marques assez impressionnante, vu que j'ai vraiment sélectionné à partir de la nuance et non pas à partir d'une marque particulière. Donc, rappelez-vous, voici la palette que j'avais jusqu'ici, et donc la palette que j'aimerais améliorer. On avait un jaune citron qui était trop froid pour mon utilisation, je voulais un jaune plus chaud. On avait une ocre jaune, on avait une laque de Garance rose. J'avais envie de tester potentiellement des roses plus proches du magenta, plus violet. J'avais la terre de sienne brûlée qui a une belle teinte, est vraiment belle, mais chez Sennelier n'est pas très puissante dans les mélanges, n'a pas un pouvoir colorant très fort, tout simplement parce que c'est à partir d'un pigment naturel, le PBR7. Donc, chercher une terre de sienne qui était plus puissante dans les mélanges, et surtout qu'il ne fasse pas du vert quand je la mélange avec un bleu ciel. Ensuite, le vert sapin. Le problème ici, c'est que c'est un mélange de 3 pigments, donc il est assez opaque et assez salissant. Donc je privilégie des peintures monopigmentaires maintenant. Donc l'idée c'est de trouver un espèce d'équivalent vert sapin mais monopigmentaire. Ensuite on a le bleu de phthalo nuance verte. Et ça je l'ai tout de suite remplacé déjà avant même d'acheter autre chose par un tube de bleu Winsor, donc un bleu de phthalo, plutôt nuance rouge. Tout simplement parce que ça permet de faire des plus beaux ciels qui sont plus naturels. Et j'ai pas besoin d'avoir un bleu qui tire vers le vert en fait dans mon utilisation. Ça serait seulement utile si je voulais avoir des beaux turquoises pour peindre la mer, mais ça on va en reparler. Ensuite j'avais un outremer qui a quand même tendance à granuler, en fait à floculer. J'ai vraiment appris des choses sur les textures des peintures dans mes recherches. Et qui finalement, l'outre-mer n'est pas très utile dans mon utilisation, que je trouve trop saturé. Donc j'hésitais à l'enlever, et après je vous avais dit quand même que ça pourrait être intéressant d'essayer de trouver un outre-mer qui pour le coup granule énormément. Comme ça me ferait un bleu qui est très texturé par rapport au bleu Winsor, donc bleu phthalo nuance rouge, qui pour le coup donne vraiment un résultat très lisse. Donc ça me donnerait deux bleus très similaires, mais avec des propriétés de texture différentes. Et enfin on a le brun Van Dyck, qui est un mélange de 2 pigments, et que je pense pouvoir remplacer par une terre rouge. Une terre rouge mélangée à un bleu phthalo nuance rouge donne des bruns et des gris bleus, mais aussi des bruns. Donc l'idée était de rendre le brun Van Dyck obsolète par un choix précis de terre rouge et
Et du coup, j'avais déjà remplacé, comme je voulais un jaune plus chaud, mon jaune citron par un jaune sennelier clair qui est un peu plus chaud. Euh, mais j'excluais pas non plus la possibilité d'utiliser un jaune encore plus chaud. Bon, donc ça c'était la première vidéo de la série, résumée en quelques minutes. Ensuite, dans la deuxième peut-être vidéo de la série, je vous avais montré sur l'ordinateur comment j'avais sélectionné du coup des candidats, notamment pour remplacer la terre de cyane et le brun Van Dyck, et le vert sapin. Donc j'avais sélectionné, hop, rouge vénitien sennelier, sang de dragon memory blue, terre de cyane brûlée M Graham et orange de quinacridone, rouille de quinacridone de M Graham. Donc dans mon cahier des charges, je voulais que cette terre rouge fasse des gris bleus quand je la mélange avec du bleu Windsor, fasse des bruns quand je la mélange avec du vert, et soit assez colorante, assez puissante dans les mélanges, et granulante. Parce que j'aime bien avoir des effets de texture quand je peins avec une terre de cyane qui est destinée à faire des effets de terre ou de roche. Donc ça fait un sacré cahier des charges, je vous propose qu'on teste ça maintenant. Donc, le rouge vénitien sennelier. Le rouge vénitien sennelier, c'est une couleur qui est assez violente, elle est opaque, très colorante. Je la trouve un peu trop rouge et surtout elle n'est pas du tout texturée. Quand ça va sécher, ça sera parfaitement lisse. Donc malheureusement, pas fan. En tout cas pour l'utilisation que j'aimerais en avoir. Le sang de dragon de Memory Blue est un peu mieux. Je trouve que la couleur est plus désaturée, c'est moins rouge. Elle est aussi puissante dans les mélanges, mais plus transparente. Je trouve qu'elle est plus équilibrée. Et le problème, c'est aussi qu'elle n'est pas texturée. Elle granule très légèrement. Une fois que ça sera sec, ça sera aussi complètement lisse. La terre de cyane brûlée, M Graham. Elle est plus orange. Ce qui fait que malheureusement, si je la mélange à du bleu Windsor, elle donne un gris légèrement vert. Alors c'est pas dramatique, peut-être même que vous ne le voyez pas, mais ça correspond quand même pas vraiment à mon cahier des charges. Autre chose, je suis assez déçu des M Graham qui ont une odeur. Je crois qu'un tube sur deux de M Graham que j'ai acheté a une odeur vraiment étrange. Je sais pas si c'est à cause du miel qu'ils utilisent, je pense qu'ils utilisent une sacrée quantité de miel, beaucoup plus que sennelier. Et c'est quasiment insupportable. Et pourtant, je vous assure que j'ai un odorat vraiment peu développé. En fait, quand je l'ai testé la première fois, je sais plus si c'était la terre de cyane brûlée ou celle-là, mais une des peintures M Graham, quand je les ai testées, je les avais mises dans la palette à partir des tubes. Puis 2 minutes après, je me suis dit, mais c'est quoi cette odeur? Et vraiment, ça me prenait la tête en fait, tellement c'était fort et désagréable. Donc depuis, je suis vraiment refroidi par rapport au M Graham et déçu parce que il y avait vraiment des avis assez dithyrambiques sur ces peintures au miel. Ouais, bon. À vrai dire, elle est aussi assez peu texturée, hein, comme vous le voyez ici. Pour un PBR7, c'est assez étrange, mais je pense que c'est parce qu'ils utilisent beaucoup de miel. Voilà, donc déçu de ça. Je vais pas perdre de temps à vous montrer celle-là. Voilà, si. Je vais la montrer sortie du tube parce qu'elle est vraiment belle. C'est le genre de couleur où on se dit waouh quand elle est posée telle qu'elle sur la feuille. Voilà. C'est vraiment un orange rouille qui est assez magnifique, tel quel. Et du coup, vous voyez que comme c'est plus orange encore que la terre de cyane brûlée ici, ça veut dire qu'il y a une composante jaune plus importante, et donc si je le mélange avec du bleu, ça va me donner d'autant plus du vert. Voilà, là pour le coup, c'est vraiment vert, hein. C'est une terre verte. Voilà, elle est vraiment belle. Elle pue pas trop. Mais je vais l'écarter parce que
bah, elle ne correspond pas au cahier des charges en fait. Voilà, donc vous voyez que 4 essais et rien de vraiment convaincant. Ces deux-là, on les écarte tout de suite parce qu'elles ne correspondent pas au cahier des charges. Entre le Sandragon Memory Blue et le rouge vénitien sonnelier, vous voyez que la nuance est assez similaire. Simplement, le rouge vénitien, je le trouve un peu trop violent, donc autant se concentrer sur le sang de dragon. Par contre, le sang de dragon, il correspond bien au cahier des charges par rapport à sa nuance, parce que, hop, parce que si je le mélange avec du bleu Windsor, j'ai tout de suite, voilà, un bleu, gris, violet, gris. C'est peut-être limite un peu trop rouge, mais bon, on va pas non plus trop être pointilleux là-dessus. En tout cas, c'est pas vert, quoi. Donc ça sera bien pour faire des rochers. Et si je mets plus de sang de dragon que de bleu, j'obtiens plutôt des bruns, enfin des marrons. Donc c'est pas trop mal quand même. Bon alors vu que ça c'était vraiment pas convaincant, j'ai dans la deuxième commande réexploré encore des terres de sirène, terre rouge, ce genre de choses. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé aux pigments granulants. Parce que finalement, ce qui me gêne le plus avec ce sang de dragon, c'est pas sa couleur, c'est le fait qu'il soit vraiment plat. Quand on regarde le pigment là-dedans, c'est du PBR 25. Et j'avais tendance à associer PBR, donc pigment brun, avec des pigments granulants, parce que ça fait penser à de la terre. C'est vraiment une association inconsciente. En fait, bien sûr, tous les PBR ne sont pas forcément granulants. Et donc, si on regarde la liste des pigments, alors le PBR 25, c'est un pigment de synthèse, organique de synthèse. Et donc, c'est pas étonnant qu'il granule pas, hein. C'est les pigments qui granulent, c'est les pigments minéraux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir les gammes dites super granulantes des grandes marques. Vous avez ça chez Daniel Smith et Schmincke, par exemple. En fait, une aquarelle super granulante, c'est juste une aquarelle où ils mélangent deux pigments très granulants ensemble, et donc ça augmente l'effet. Ou un pigment granulant et un pigment pas granulant, et du coup ça fait un effet de séparation. Enfin, c'est surtout du marketing en fait, parce que c'est vraiment juste un mélange de deux pigments, et ils les mettent ensemble, et ils vendent un tube 2 fois plus cher avec un nom poétique, genre terre de volcan, mais, euh, mais en fait on peut le faire soi-même en mélangeant des pigments. Donc je suis allé voir ces listes-là, j'ai analysé la composition de leur peinture, et j'ai repéré donc celles qui étaient granulantes. Alors, je pense que je vous ferai une vidéo sur les pigments granulants un jour ou l'autre, maintenant que j'en ai quelques-uns. Et au niveau des terres, deux pigments très granulants, c'est le PBR 33, ce qui donne ce brun à cajou de Schmincke. Donc ça, c'est le brun à cajou. Bon, il va y avoir la texture normalement. Brun à cajou et oxyde brun transparent, qui est pour le coup un PR 101, donc un pigment synthétique, mais qui granule parfois, et notamment les peintures Daniel Smith ont tendance à beaucoup granuler par rapport aux autres marques. Voilà, donc vous voyez les effets de texture qui apparaissent. Le problème du brin d'acajou, qui me semblait très prometteur sur le papier, c'est que il est vraiment pas puissant dans les mélanges, il est vraiment pas très colorant. Et il est assez désaturé. En fait, j'aime pas la couleur comme ça, même s'il peut être intéressant pour les effets de texture qu'il apporte. Mais j'ai pas été convaincu. L'oxyde brun transparent, j'ai été beaucoup plus convaincu, et notamment quand on le sort du tube, il y a un peu cet effet waouh. En fait, quand je l'ai mis sur la feuille la première fois, je me suis dit, ça y est, j'ai résolu mon problème de terre rouge, c'est ce truc-là qu'il me faut. Mais regardez la différence entre le pigment que je pose sorti du tube et le pigment après séchage. C'est très décevant. Il y a comme on dit en anglais, un drying shift, un décalage au séchage de la couleur assez important, et elle se désature complètement. Même si on obtient de beaux effets, du coup, pour l'inclure dans la palette principale, je suis pas très chaud. L'autre problème, c'est que ces peintures-là, elles sont tellement granulantes que si je les mélange avec mon bleu Windsor, on a normalement, je sais pas si ça va marcher ici sur ce papier lisse, mais un phénomène de séparation.
Ce qui fait qu'on n'obtient pas vraiment un noir, mais des grains bleus dans des grains bruns. C'est intéressant comme texture, hein, c'est très intéressant à étudier, mais en tout cas pour l'inclure dans ma palette de base, pas maintenant disons, c'est trop tôt, il faut vraiment que j'étudie ça, et c'est des couleurs difficiles à utiliser en général, hein, c'est des couleurs qui granulent beaucoup. Bref, tout ça pour dire que pas convaincu par ça. Et donc dans la troisième commande, en désespoir de cause un peu, j'ai essayé cet oxyde rouge, cette fois transparent. Daniel Smith encore une fois, puisque je cherche des couleurs granulantes, et les Daniel Smith ont tendance à beaucoup granuler. Et même chose, hein, il y a un décalage au séchage qui est assez important. Quand elle sort du tube, c'est un peu l'effet waouh comme pour celle-là. Mais cet effet waouh va s'estomper. On va obtenir une terre plus rouge. Alors en réalité, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Ça granule pas mal. La teinte est pas loin du sang de dragon. Donc clairement, de toutes celles que j'ai eu l'occasion de tester, c'est la plus intéressante. Et in fine, ce que j'étais en train de me dire, c'est que je pourrais inclure dans la palette les deux en fait. Sang de dragon et oxyde rouge transparent. Puisque ça me permet d'avoir une teinte équivalente pour les deux, mais une version qui granule beaucoup et une version qui ne granule pas beaucoup. Ce qui peut être vraiment intéressant, notamment pour les portraits, je pense, pour faire de la couleur de peau. Le sang de dragon dilué peut être vraiment pratique. Donc voilà où j'en suis de mes réflexions, et je me disais du coup, bah, quitte à avoir de toute façon une couleur très colorante pour les mélanges foncés, pour les valeurs foncées, bah, je pourrais même en fait réutiliser la terre de sienne brûlée que j'aime bien, hein. J'aime beaucoup cette terre de sienne brûlée sonnelier, qui est pas très colorante, mais qui granule, qui a une belle teinte, qui n'a pas un décalage trop important quand elle sèche. Et qui est un peu plus orange que l'oxyde rouge transparent de Daniel Smith. Quand je mets les deux côte à côte, je trouve que je préfère en fait la terre de sienne brûlée sonnelier. Et donc, in fine, je pense que je vais la garder. Voilà, tout ça pour ça. Pas vraiment convaincu par cet oxyde rouge transparent. Et puis de toute façon, à critères égaux, à résultat égal sur la feuille, je vais privilégier une aquarelle française plutôt qu'une aquarelle qui vient des USA. Je dois dire aussi que j'aime pas trop la texture des aquarelles Daniel Smith, elles se réactivent moins bien que les sonneliers parce qu'elles n'ont pas de miel. Et j'aime pas non plus la philosophie Daniel Smith qui a une technique marketing assez agressive et c'est parfois assez insupportable. Voilà, donc pour ce bloc un peu terre, in fine, ce qui va se passer, c'est que je vais garder la terre de sienne brûlée, hop, et que en fait, je vais remplacer le brun Vandyck que j'avais par le sang de dragon Memory Blue, qui est plus polyvalente et qui permet dans tous les cas de refaire un brun qui n'est pas trop loin du brun Vandyck. Celui-là, je l'avais obtenu en mélangeant le sang de dragon Memory Blue avec le bleu phthalo nuance rouge. Voilà, on n'est pas très loin de ce brun-là. C'est un peu trop violet, mais après on peut ajuster avec une troisième couleur. Donc le brun Vandyck, je peux l'enlever. Voilà, donc beaucoup de réflexions pour la terre rouge. Honnêtement, je pense que je vais encore chercher. Même si là, j'ai pas prévu, je vais me retenir de recommander des tubes encore. Je pense que je vais encore chercher, parce que c'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Ensuite, on va passer au vert, qui était la deuxième grande question, et celui-là, il faut absolument que je le remplace, hein. Vraiment, un mélange de trois pigments, ça va pas. Donc, on a un vert sapin, qui est un vert assez puissant et désaturé. Le truc, c'est qu'il y a très peu de pigments verts. Ici, j'ai une liste des pigments qui sont utilisables pour les beaux-arts, qui est quasiment exhaustif. Donc si on regarde les pigments verts, déjà, il n'y a que ça. Pour vous donner une comparaison, les jaunes, c'est ici et tout ça. Les rouges, je crois que c'est encore pire. Voilà, tout ça et tout ça, c'est des rouges. Par contre, les verts, il y en a peu. Et il n'y en a que deux, en fait, qui sont synthétiques organiques, qui sont les verts de phthalo. Donc PG7, vert de phthalo nuance bleue, et PG36, vert de phthalo nuance jaune. Et le reste, c'est tous des pigments minéraux. Et tous ces pigments minéraux, ils vont être opaques, crayeux, très granulants.
et peu colorant. Donc, ça laisse le choix en fait entre PG7 et PG36. Et dans ma première commande, j'avais commandé nuance bleue PG7 et un vert phthalo nuance jaune PG36. Alors, le cahier des charges principal pour les verts, c'est qu'il faut obtenir des violets et des turquoises très désaturés pour peindre la mer. C'est la caractéristique principale à vérifier. Et donc on va commencer tout de suite par le vert phthalo nuance jaune, qui est un vert assez saturé, qui est limite pas très très naturel. Ici je mélange ça avec du rose. Faire ça un peu rapidement. J'obtiens vraiment des choses très neutres. On est plutôt sur du gris vert, du gris rose, que sur un turquoise désaturé. Donc en fait, il est un peu trop jaune, quoi, pour résumer simplement. Donc je l'écarte. Et de l'autre côté, on a deux phthalo, donc nuances bleues, qui seront moins jaunes. Les deux nuances sont très proches, je ne vais pas vous montrer les deux. Le moins saturé, donc le plus intéressant pour moi, c'est le M Graham, légèrement moins saturé. Et en fait, je ne vais pas vous le montrer non plus, pour gagner un peu de temps. Ce que je vais vous montrer, c'est celui que j'ai commandé dans ma deuxième commande, qui est le Blox, puisqu'il est de la même famille, hein, c'est la même nuance, mais encore moins saturé. Donc tout ça pour dire que, in fine, le PG7 le plus intéressant pour moi, c'est celui-là. Alors, les verts qu'on obtient restent quand même trop saturés pour paraître naturels, hein. Vous savez, le test, il est simple à faire, c'est le test du sapin. Si je prends mon vert sapin sonnelier, bah, je peux faire un sapin direct en fait, hein, sans avoir à ajuster la nuance, sans avoir mélangé avec autre chose. C'est un vert bien sombre, bien désaturé. Par contre, avec ce PG7, même la version la moins saturée du marché, c'est vraiment, j'ai cherché, hein. Si vous posez la question, le PG7 le moins saturé du marché, donc le moins vif, hein, le vert le plus naturel, c'est le PG7 de Blox. Ça s'appelle vert Blox. Vous voyez que ça reste quand même trop saturé pour avoir un vert vraiment naturel. Par contre, si je le mélange avec du rose, là c'est un régal. Alors, trop de rose, tue le rose. Voilà, j'ai ce genre de vert turquoise là. Ce genre de choses qui seront vraiment superbes pour peindre l'eau. Regardez-moi ce magnifique bleu-gris. Ça, c'est très très intéressant comme mélange. Voilà, donc faute de mieux, je pense l'intégrer à la palette, à la place du vert sapin. Dans les commandes qui ont encore suivi, la troisième commande, j'ai commencé à explorer des verts un peu plus particuliers, notamment des verts de cobalt. J'ai été assez, entre guillemets, déçu, même si je m'y attendais, du vert de cobalt Memory Blue, qui est vraiment très très peu colorant et très crayeux, mais ça, tous les pigments minéraux, tous les cobalts, notamment, auront cette texture vraiment bizarre. Je vous déconseille ça si vous débutez, vraiment, c'est très difficile à utiliser. Ça granule beaucoup, ce qui peut être intéressant dans certains cas, mais c'est pas intéressant dans mon cas. Ce qui est plus intéressant, c'est les verts de cobalt foncés, notamment de Schmincke et Winsor & Newton. Je vous montre pas les deux parce que c'est vraiment kiff-kiff. Je vais juste montrer le Schmincke que j'ai en godet ici. Voilà, vous voyez que c'est plus puissant, plus colorant que la version de Memory Blue. C'est plus facile d'obtenir rapidement de la couleur. C'est intéressant, honnêtement c'est intéressant. Je pensais même à un moment l'ajouter à la palette en plus du vert PG7. On peut faire des sapins sympas,
même si c'est une peinture qui reste opaque et donc à manipuler avec précaution. Vous voyez que la teinte est très proche hein, du vert sapin. Le fait que ce soit assez texturé, c'est pas si mal. Et quand je dis tout ça, je me dis, bah peut-être que finalement, ouais, je vais peut-être le rajouter. J'hésite encore en fait à le rajouter. En fait, même si la peinture en elle-même est intéressante, j'utiliserai jamais en mélange. Et toute seule, le vert est quand même vraiment désaturé. C'est aussi une peinture très très chère, hein. Je pense que c'est une des plus chères. Donc bref, pour toutes ces raisons-là, j'ai pas été convaincu. Encore une fois, ça fait partie de ces peintures granulantes que je vais étudier. Et peut-être à terme ajouter à la palette, mais en tout cas pas maintenant. Et donc du coup, on se retrouve avec un vert qui est trop saturé. Mais d'un autre côté, hein, ce vert trop saturé peut être très facilement réduit à du vert sapin en le mélangeant avec, par exemple, le sang de dragon. Je vais un reste ici. Voilà, et immédiatement, vous voyez, vraiment un coup de pinceau sur la palette, en un mélange, j'ai ramené ce truc-là trop saturé vers un vert sapin beaucoup plus naturel. Donc ça sera un coup à prendre. Je pourrais aussi éventuellement pré-mélanger dans un godet pour avoir déjà cette nuance disponible. Bon. Ok, je vais reprendre celle-là. Quoi d'autre? Par rapport à la première commande, alors j'avais aussi commandé le bleu phthalo rouge de Sennelier. Je suis déçu. C'était une première commande assez décevante, je dois dire. J'étais quasiment déçu par tous les pigments. Je suis déçu. Alors bon, c'est quand même assez proche hein, du bleu Winsor. Puisque c'est censé être la même chose. Mais c'est moins transparent, un peu plus désaturé, un peu plus rouge. Et bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais le bleu Winsor fonctionne mieux. Donc officiellement, je garde le bleu Winsor. Après, bon, là, en plus j'ai pris un gros tube parce que j'étais quasiment sûr que ça allait le faire. Bon, la nuance est assez proche, hein, évidemment, ça sera pas perdu. Par curiosité, je voulais aussi tester des nouveaux magentas. Notamment des roses voilà, qui sont plus proches d'un violet que ma laque de Garance rose, qui est quand même assez rouge. Donc ça, c'est la laque de Garance rose. Dans la première commande, j'avais testé le violet Versino de Memory Blue. C'est celui qui avait séparé dans la vidéo d'un mercredi. C'est vraiment un beau pigment. J'aime bien. Et ensuite, dans une commande ultérieure, j'ai aussi essayé celui-là, qui, sur le site artistpigments.org, est mesuré comme étant extrêmement saturé, ce qui m'intriguait. En fait, d'après le site, c'est quasiment aussi saturé qu'un rose opéra. Et effectivement, regardez-moi ça, c'est assez exceptionnel. Tellement exceptionnel que ça devient suspect en fait. Il y a des fabricants, même des fabricants renommés, qui vous font des magentas en disant que le pigment c'est PR122, ce qui est marqué ici, PR122, mais qui rajoutent quand même des pigments fluo qui ne sont pas permanents dedans, sans le dire. Et ici, leur résistance à la lumière, c'est 3, sachant que 1 c'est excellent, 3 c'est pas assez hein, pour les beaux-arts normalement. Mais c'est bizarre, parce que ce 3 en chiffre romain, c'est censé être lié uniquement au pigment. Et donc s'ils mettent le pigment PR122 ici, ça devrait pas être 3, ça devrait être 1. J'ai lu sur un autre site sur le sujet qu'en fait il y avait une erreur, qu'il y avait une vieille mesure de avant 2000, 1999 peut-être, qui classifiait le PR122 comme étant 3, alors que c'est pas vrai en fait, et que certains fabricants se réfèrent encore à cette mesure-là. Je pense que c'est pour ça notamment que le rose Helios, ou violet Helios de Sennelier, est aussi classifié 3. Donc je sais pas. Et la mesure du fabricant c'est plus, sachant que plus c'est excellent, plus c'est un peu moins. Donc il faudrait que je le teste moi-même en fait. Après, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à utiliser un rose aussi saturé? Je ne sais pas.
En tout cas, pour l'instant, je pense remplacer le lac de Garance rose par le violet Versino, qui permet, c'est surtout parce que ça permet d'obtenir des gris, des turquoises, gris turquoise, pardon, un peu plus saturés qu'avec le lac de Garance rose. Bon, je vais pas vous faire la démo. C'est vraiment du détail. Par contre, bien sûr, vu que c'est un peu plus violet, on perd un peu en saturation sur le mélange de rouge. Donc là, je vais utiliser un jaune chaud. Et si je rajoute un tout petit peu de jaune chaud, un lac de Garance rose, voici le rouge qu'on obtient, qui est vraiment un rouge pompier extrêmement saturé, hein, c'est assez impressionnant. Maintenant, si je fais la même chose avec le violet Versino, là, voilà, c'est un peu plus désaturé. Mais honnêtement, ça reste un beau rouge. Et je pense m'en contenter parce qu'encore une fois, j'ai pas besoin d'un rouge trop vif hein, dans ce que je fais. Donc je pense que pour l'instant, j'ai remplacé le lac de Garance rose par le violet Versino. On en est où? On a quasiment tout fait, hein. Alors, l'ocre jaune. L'ocre jaune, à vrai dire, je n'avais pas commandé hein, dans la première commande. Je vous avais dit que ça, je verrais ça pour plus tard. J'en avais un peu marre. Mais par contre, du coup, dans les autres commandes qui ont suivi, je m'y suis intéressé sérieusement. Et j'ai acheté pas mal de tubes qui pourraient fonctionner. Donc soit PY42, PY43 ou PBR7 naturel. Les plus jaunes, les plus beaux pour moi, c'est l'ocre d'or de Blox et l'ocre jaune de Winsor et Newton. Donc j'ai longuement hésité à l'un ou l'autre, hein, c'est vraiment équivalent. Et donc j'ai vraiment hésité à le mettre, mais en fait, finalement, j'ai décidé de m'en passer. J'ai décidé de m'en passer parce que je suis passé à un jaune beaucoup plus chaud, une gomme Gut. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un choix radical, hein. Je m'éloigne complètement d'un jaune primaire. Donc ça, c'est déjà un tout petit peu trop chaud pour être un vrai jaune citron primaire. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et là, j'ai fait le choix, c'est vraiment un choix personnel et artistique, de passer sur un jaune quasiment orange. Alors, à vrai dire, là, le Blox, la gomme Gut Blox, elle est presque trop orange. J'essaierai d'autres jaunes à l'occasion. Un petit peu moins orange quand même. Voilà, vous voyez que c'est vraiment un choix radical. Je change complètement mon jaune. Et du coup, vu que je fais ça, forcément, vu que mon jaune est plus chaud, les verts que j'obtiendrai en mélangeant ce jaune-là avec le bleu Windsor, surtout le bleu Windsor nuance rouge, et bah ils seront désaturés. Et donc si je fais ça, donc j'ai ici la gomme Gut, ici du bleu Windsor, voilà le genre de vert que j'obtiens. Vous voyez que c'est vraiment désaturé. C'est des superbes verts en fait. C'est vraiment magnifique. Et c'est typiquement le genre de vert que j'obtenais précédemment en mélangeant du vert sapin et de l'ocre. Je peux essayer de vous refaire une démo rapide. Voilà, donc de l'ocre jaune avec du vert sapin. Voilà, on obtient ce genre de vert jaune, des verres de vessie. Et du coup, bah, j'ai plus besoin finalement de ce mélange-là. Ce qui fait que j'ai plus vraiment besoin d'un vert désaturé en fait. Et donc, ce qui justifie aussi de ne plus inclure un ocre, puisque bah, je peux obtenir les verres que j'aurais obtenus avant avec l'ocre. Maintenant, je peux les obtenir avec la gomme Gut. D'autre part, si je mélange ce jaune très chaud avec de la terre de sienne, voilà, je prends de la terre de sienne ou du sang de dragon, hein, et je rajoute un petit peu de gomme Gut, j'obtiens quelque chose qui ressemble tout de suite à de l'ocre. Donc c'est assez facile à reproduire en fait, avec les couleurs que j'ai maintenant. Donc plus d'ocre. Et donc on est quasiment à la fin. La dernière chose à voir, c'est l'outremer. L'outremer, j'en ai testé plusieurs, notamment les deux plus granulants du marché, qui, il me semble, sont celui de Old Holland, Outremer foncé, et celui de Schminke, l'Outremer français. Donc c'est des Outremer qui ont une floculation assez importante. Je vais pas vous remontrer ça, encore une fois, je pense que je vous ferai une vidéo sur les peintures granulantes quand j'aurai un peu étudié la question en détail.
Le truc, c'est que dans mes recherches sur les peintures granulantes, je me suis vraiment intéressé à ce truc de pouvoir de séparation. Et ça marche particulièrement bien pour les verres. Donc ça, je vais vous le montrer sur un papier avec un peu plus de grain. Ce sera plus parlant. Prenons un des deux Outremer très granulants, là. Voilà, donc celui-là, c'est le Old Holland. Peu importe. Alors, si j'utilise tel quel, ça ressemble à ça. Vous voyez qu'il va y avoir une texture assez prononcée. Si je le mélange avec du jaune, enfin de la gomme Gut, ça me donne le même genre de vert qu'avec le bleu Windsor, puisque c'est très proche hein, du bleu Windsor comme teinte. Limite un peu plus désaturé quand même, puisque l'autre mer est un peu plus violet tout de même. Mais là où ça devient vraiment intéressant, j'espère que ça va marcher pour la démo là, sur ce papier. Là où ça devient intéressant, c'est par rapport aux textures qu'on peut obtenir. Vous voyez qu'on obtient des textures absolument fantastiques. Ça, pour faire des verres naturels dans la forêt, un sol de forêt, c'est génial quoi, cette séparation des pigments. Cette texture, elle est vraiment fantastique. Mais à ce stade, je me suis rappelé d'une chose. Je me suis rappelé de ce tube de bleu de céruléum sennelier que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant et que j'avais complètement laissé dans un tiroir. Premièrement parce que c'était une peinture qui s'était séparée, séparation pigment liant. C'était la première fois que j'avais ce problème et donc je comprenais pas. Deuxièmement parce que c'était la première peinture minérale que j'achetais, à part l'Outremer. Et donc c'est une de ces peintures, le bleu céruléen, hein, c'est une de ces peintures minérales qui est très crayeuse, très étrange, qui granule beaucoup, qui est pas très teintante. Donc ça me plaisait pas. Je trouvais ça hyper bizarre. Je me disais qu'il y avait peut-être un problème même avec cette peinture. Et encore une fois, hein, je vous déconseille ce genre de choses quand vous débutez. Donc ouais, ça granule énormément. Mais du coup, si je mélange avec la gomme Gut, on a cet effet de séparation pareil. Et ça donne vraiment des choses magnifiques. Voilà, le vert est un peu plus beau que celui qu'on obtient avec l'Outremer. On peut aussi faire des choses plus intéressantes si on le mélange avec d'autres choses, notamment avec la terre de Sienne. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à explorer. Donc du coup, j'ai pris la décision de remplacer l'Outremer par un bleu de céruléum qui granule énormément. Et donc, roulement de tambour, voici a priori ma nouvelle sélection. Je vous montrerai les mélanges qu'on peut faire avec dans une prochaine vidéo. Je ferai tous les nuanciers, toutes les bandes de mélange 2 à 2. Donc en réalité, il n'y a rien de vraiment exceptionnel, hein. Cette palette-là, si je la réorganise comme ça, disons, là, hop. Cette palette-là, elle est basée en fait sur les 4 primaires historiques. Les primaires à la Renaissance, c'était le jaune, un jaune quand même moins chaud que ça, un rose rouge, donc ici surtout de la lizarine cramoisie à l'époque, mais qui n'est pas stable. Un bleu ciel. Et un vert. Et ensuite, à ce choix-là, bah, je rajoute vraiment des pigments classiques. Terre de Sienne brûlée. Donc la sennelier qui, voilà, je pense vraiment est ma préférée. Je réessayerai, je réfléchirai avec les autres. Mais bon, ça me semble bien. Le sang de dragon, qui pour le coup est un choix un peu particulier. Donc je verrai à l'usage ce que ça donne. Et le bleu de céruléum, qui est surtout là pour donner une peinture très granulante et qui permettra de donner de la texture à toutes les autres peintures en réalité via des mélanges. Voilà, dans la toute dernière commande, par curiosité, j'ai acheté un bleu céruléen d'une autre marque, Rembrandt. Il se trouve qu'il est un tout petit peu mieux, alors c'est encore une fois un choix. En fait, il est un petit peu plus vert, tire un tout petit peu plus vers le vert.
Ça se joue à pas grand-chose, mais bon, du coup, je remplace le sennelier. On n'a plus qu'un tube sennelier dans le lot. J'avais aussi exploré les turquoises de cobalt, qui sont vraiment des peintures très intéressantes, assez proches du cyan. Alors, malheureusement, j'ai plus d'appareil photo là. Ça fait trop longtemps que je filme. Alors, j'ai découvert donc ces peintures de turquoise de cobalt grâce à Serge notamment, qui a la version sennelier. Voilà, ça vous donne ça. C'est vraiment un turquoise très saturé, c'est remarquablement proche du cyan. Donc vraiment intéressant. J'ai hésité, je l'ai mis dans la palette, je l'ai renlevé, je l'ai remis, je l'ai renlevé, je sais pas. Honnêtement, je peux obtenir un turquoise assez sympa en mélangeant du PG7 et du bleu Windsor. Donc, je pense pas avoir besoin de la version aussi saturée que ça. Si je veux un ciel un peu plus turquoise que celui que j'obtiens avec le bleu Windsor, un ciel de très beau temps, je peux rajouter une goutte de PG7, une goutte de vert, et ça fonctionne pas mal. De toute façon, les ciels sont très dilués, donc les différences de teintes, pardon, sont moins marquées. Voilà, donc finalement, non. J'en ai essayé plein d'autres en fait, d'ailleurs. Euh, ouais, turquoise de cobalt Memory Blue, qui est vraiment équivalent au Rembrandt. J'ai essayé le Lucas, et c'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de pigments par rapport au liant. Ça fait une espèce de pâte qui ressemble pas du tout de l'aquarelle, pourtant je l'ai remélangé. C'est hyper étrange. C'est le premier tube d'aquarelle Lucas que j'achète, qui est censé être une grande marque allemande hein, depuis plus de quasiment 150 ans. Bon, déçu. Bon, de toute façon, tout ça c'était des considérations assez théoriques. Maintenant, l'étape suivante, c'est de les tester. Donc il va falloir que je fasse tous les nuanciers, tous les mélanges 2 à 2, toutes les bandes de mélange 2 à 2. Donc en théorie 21, mais comme j'en fais une page, chaque bande de mélange pour une couleur, c'est 42 en fait. Donc ça va déjà m'occuper. Je vous montrerai le résultat de ces bandes de mélange qui permettront d'identifier des mélanges qui fonctionnent vraiment bien et à retenir, voire à pré-mélanger dans les godets. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de refaire des aquarelles rapidement, que j'ai déjà faites avec l'ancienne palette, et de voir ce que ça peut donner avec la nouvelle palette, si c'est pratique ou pas, si finalement il manque des couleurs, si je me suis planté dans mes choix en pratique, et, et voir aussi ce que ça donne au niveau des changements d'ambiance, par exemple. Le fait d'avoir choisi un jaune très chaud, c'est un choix artistique dans le sens où maintenant, mes lumières, mes ambiances seront plus chaudes qu'avant. Et c'est quelque chose qu'a priori je veux, et ça sera intéressant de comparer euh, une aquarelle qui a été faite avec ce jaune-là par rapport à une aquarelle précédente qui pouvait être faite avec un jaune citron par exemple. Et ça m'a tellement motivé à rechercher des choses sur les pigments, euh, à me renseigner tout ça, que ça a réveillé une envie que j'avais depuis un moment, qui est d'expérimenter la création d'aquarelles artisanales. Donc j'ai tout le matériel maintenant, je vous en parlerai. Ce sera même en partenariat avec la Compagnie des Ocres, qui m'a gentiment offert le matériel dont j'ai besoin. En échange, je lui ferai un peu de promo. Et donc ça va être vraiment une nouvelle aventure, en fait, ça va être intéressant. Je vais mélanger mes pigments et mon liant moi-même. Ça va permettre vraiment d'explorer les pigments à partir du matériau quasi brut, quoi. Ça va permettre d'explorer encore plein de terres de sienne, d'ocre, etc. Et on verra ça donc dans les prochaines semaines. Merci d'avoir suivi, à la prochaine!